Lui, c'est Demis, l'un des pionniers du biohacking en France. Le biohacking, c'est cette drôle de science qui cartonne en ce moment chez les entrepreneurs. Et pour cause, ses promesses sont folles. Vous rendre plus performant et vous aider à vivre plus longtemps. Forcément, cette thématique parle à tous les top performeurs qui se sont cramés l'écorce en bossant 3 fois plus que ce qu'ils auraient dû. Que vous soyez dans ce cas-là ou juste curieux de découvrir quels sont les fondamentaux de cette nouvelle discipline, cet épisode est pour vous, car les conclusions sur le biohacking ne sont pas toujours celles qu'on attend. On n'a jamais été en aussi mauvaise santé. Notre santé mentale est aux oubliettes, notre santé physique, n'en parlons pas. Alors de plus en plus, on commence à parler de biohacking. Le biohacking, pour moi, c'est un petit peu la façon maligne dont vous pouvez réintroduire du bien-être dans votre vie pour durer plus longtemps, mais aussi pour être plus performant et plus heureux, parce que ça compte aussi. Aujourd'hui, avec moi, le docteur Denis. Yes, it's me. Toi, tu t'intéresses au biohacking depuis plusieurs années maintenant. Quelques années, ouais. Ça fait un moment que moi, je suis passionnée de biohacking. Il n'y avait pas de littérature sur le sujet. Et voilà, tu viens de nous faire 2 livres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que le biohacking rapidement pour ceux qui découvrent? Ouais, très très simple. Biohacking, bio la vie, hacking la prise de contrôle. C'est aussi simple que ça. Reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de sa vie via sa biologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que la base de la santé, bien évidemment, mais également de la motivation, de la performance, du focus, de la mémoire, c'est la biologie, tout simplement. D'ailleurs, même Tony Robbins dit start with physiology, quoi. Et en même temps, ça fait peur quand tu dis ça parce que la biologie, il y a une empreinte héréditaire, non? Tout à fait. Alors, il y a une empreinte héréditaire sur laquelle on n'a aucune prise, du moins pour l'instant. Il y aura peut-être un jour avec les manipulations géniques, on aura peut-être une prise dessus, mais en tout cas, on n'a pas de prise sur notre génétique. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que nos gènes, notre génome, tout ce qui est notre héritage familial, nous avons une prise dessus. C'est-à-dire qu'on peut, par notre comportement, par notre mode de vie, on peut modifier l'expression de certains gènes. Alors, c'est important de comprendre que c'est à peu près 50-50. Il y a 50% de génétique, 50% d'épigénétique, pour être simple. En fait, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la génétique charge le gun, mais c'est l'épigénétique qui va tirer sur la gâchette. C'est-à-dire que tu nais avec une certaine part de génétique, tu hérites finalement du bien comme du mal de tes ancêtres. Tu n'es pas obligé d'exprimer les gènes. C'est pas parce que tu as des gènes que tu vas forcément les exprimer. Ok. Moi, pour moi, le biohacking, je l'explique, et d'ailleurs c'est pour ça que ça plaît aux entrepreneurs, comme une forme de souveraineté. En fait, notre seule souveraineté, c'est notre souveraineté biologique. On est tributaire d'un État, on est tributaire d'un système, on est tributaire de Pierre-Paul Jacques au gouvernement, mais il y a quelque chose qui n'appartient qu'à nous, c'est notre biologie. Tout comme il y a l'épigénétique, il y a la neuroplasticité. Notre cerveau, il peut bouger, il peut se changer. On n'est pas obligé de faire comme on nous a programmé de faire. Même si c'est Dans plus bio- dur, passer un certain moment d'apprendre quand même, on s'en rend compte. Bien sûr. Moi, je galère à passer le permis. Je vois des jeunes de 20 ans qui l'ont du premier coup. Et bah oui, c'est normal. Mais en fait, c'est parce que quand on est petit, on est une éponge. Le cerveau, il est en pleine construction. À partir du moment où, effectivement, le cerveau commence à se fixer, on a beaucoup plus de mal à apprendre, mais rien n'est jamais perdu. C'est ça qui est important. Ça peut prendre un peu plus de temps. Tu sais, il y a cette fameuse phrase complètement bullshit qui dit que changer une habitude, il faut 21 jours. C'est un vieux neuromythe qui date des années 60 à cause d'un bouquin qui s'appelait Ok. Psychocybernétique. Et alors, comment on peut changer nos habitudes? Déjà, c'est la persévérance. Il y a la motivation. Il y a une autre chose plus importante que la motivation, c'est la discipline. Et la discipline, ça veut dire que je sois motivé ou pas, j'y vais. Ça, c'est pas forcément toujours ça. Après, il y a quelque chose qui est super pour changer d'habitude, c'est le fait de dire à tout le monde autour de soi, vive les réseaux sociaux, je vais changer d'habitude. Tu vois, si Ok. par exemple tu t'engages face à toi-même de passer ton permis au mois prochain, tu ne vas pas le faire. Si tu t'engages face à toute ta communauté, dans un mois, tu as ton permis, Ce qu'on appelle la peer pressure. eh ben, Pression. sans mode, tu vas le faire. Donc ça, c'est la partie, je dirais, mentale. Après, effectivement, comme je l'ai dit en introduction, tout est biologique. C'est-à-dire qu'il est évident que pour changer d'habitude, il faut avoir un cerveau qui fonctionne bien. C'est évident. Et là, on va se focaliser sur l'alimentation du cerveau, les bonnes routines bonnes pour le cerveau, etc. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On peut faire toutes les routines qu'on veut, ça ne changera rien à partir du moment où on n'a pas la bonne biologie. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui sont prédisposés à pouvoir plus facilement changer des habitudes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont génétiquement plus résilients? Alors, ça, c'est pas forcément évident à montrer. Il y a des gens qui sont plus ou moins prédisposés à être addicts. Ça, par contre, c'est vrai. À être résilient, oui, certainement. Alors après, est-ce que c'est vraiment génétique? Est-ce que c'est éducationnel? C'est un petit peu compliqué de le dire. Il y a un petit peu un mélange de tout ça. De toute façon, on est des gens stressés, mais c'est normal. On ne peut pas ne pas être stressé, puisque nos ancêtres qui n'ont pas assez stressé sont fait bouffer par le petit gradin de sable. Ils n'ont pas couru assez vite pour choper l'antilope. Donc nous, on hérite de tout ça. Donc c'est complètement normal qu'on soit des gens stressés et prêts
à sauter à partir du moment où on a une notification. Comment est-ce que, du coup, tu gères tes notifications et le stress en général dans ta vie? Moi, je coupe les notifications et je décide quand je regarde les choses qui m'intéressent. Je regarde est-ce que j'ai du WhatsApp et je regarde si j'ai eu de l'Insta, etc. Mais je ne vais pas commencer. Est-ce que tu as identifié un pattern chez tes clients entrepreneurs? Non, 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 il y a pas vraiment de pattern. Et d'ailleurs, je suis assez contre le pattern parce que finalement, ça tendra à montrer que euh, ma manière de travailler est modélisable. En fait, non, entre guillemets, une consultante médicale, un lien entre un patient et un médecin, ça reste entre guillemets un peu de l'artisanat, évidemment. Mais tout le monde a les mêmes problèmes. Voilà, tout le monde a les mêmes problèmes Ouais. et tout le monde n'a pas la même cause au même problème. J'interromps l'épisode quelques secondes pour laisser un message important au toi du futur. Parce que dans le business, on n'a pas de sécurité sociale. Quand il y a un pépin, c'est toujours pour ta pomme. Moi, depuis 2 ans, je fais confiance à Hiscox pour assurer toutes mes activités et c'est pour ça que j'ai choisi de t'en parler. Pour les indépendants et les consultants, c'est juste le Graal. Alors rendez-vous sur leur site pour effectuer ta simulation gratuite. Je te laisse aussi le lien dans la description parce que la tranquillité n'a pas de prix. Bon épisode! Sur le sommeil, par exemple, qu'est-ce que tu recommandes dans le livre? Là, c'est quoi les conseils clés qu'on peut tous appliquer? Normalement, on est fait pour aller se coucher quand le soleil se couche Mm. et se réveiller quand le soleil se lève. Bon, notre vie actuelle fait que tout ça, c'est un petit peu perturbé. Pourquoi? Parce que là, par exemple, à 1 heure, on est en pleine journée, donc là, on a des lumières qui nous font penser au soleil. Mais si, mettons, on faisait la même interview à 21 heures, mon cerveau percevrait ce signal comme étant, tiens, on est encore en plein soleil. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui a vraiment changé mon approche de la santé. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit: on vit pas avec les saisons, on est les saisons. L'homme, il pense qu'il y a lui et l'environnement, mais en fait, l'homme, il fait partie de l'environnement. sûr. Mais typiquement, moi, je suis chronotype, je crois, de type ours. Oui. Donc en fait, moi, à partir de 18 h, je vis un pic cognitif. C'est le moment où je suis max, jusqu'à minuit, 1 h du matin. Et à fond. Et moi, c'est vraiment, genre, mon rythme, il est pas très bon. C'est 1, 2 heures du matin. Et je me C'est pas réveille bon. vers 9 h. À partir du moment où c'est adapté à toi, c'est bon. Les chronotypes, c'est une vérité biologique. Alors, effectivement, il y a les 4 chronotypes qui ont été exposés. Bon, voilà. Ça existe vraiment, ours, ou je me suis emballée? Non, enfin, oui, oui, tu as ours, dauphin, il loup et lion. Donc non, ça existe. Tu vois, par exemple, moi, je suis lion, c'est couche-toi, lève-tôt. Moi, le soir à 22 h, D'accord. c'est finito pour moi. Par contre, le matin, 5-6 h, je peux me piler. Le mode de vie actuel fait qu'on va prolonger le soir parce que c'est sympa, on va regarder les séries, on a les amis, on mange, etc. Donc, le mode de vie fait qu'on Le temps on se libre décale. commence quand Le- t'es parent, ça commence à 21 h. Exactement, une fois que les enfants sont couchés, quoi. Donc, ben forcément, c'est le mode de vie. Mais quand on regarde finalement comment ça se passait aux temps anciens, alors je dis pas qu'avant c'était mieux, parce qu'avant on mourait de maladies infectieuses, c'était pas top. Mais en tout cas, comment ça se passait avant, eh ben, les personnes faisaient tout au rythme des saisons. Nous, maintenant, on a un rythme qui est totalement déconnecté. Alors, l'histoire des chronotypes, c'est relativement vrai, c'est assez grossier, mais c'est relativement vrai. Ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment important pour les entrepreneurs, c'est de repérer dans leur journée, toi tu l'as très bien repéré, c'est tes pics biologiques de performance en fait. C'est à quel moment je me sens performant, à quel moment je me sens bien de faire du sport, à quel moment je me sens bien de méditer, à quel moment je me sens bien de travailler, et ça c'est important. C'était important aussi que ce soit pour un homme ou pour une femme, et c'est là quand on parle au biohacking, moi j'aime bien utiliser aussi le terme de biotracking, c'est d'apprendre à se connaître. À partir du moment où on connaît nos propres patterns, à partir du moment où on sait que le bon moment pour moi, mettons, je dis n'importe quoi, si tu es sportive et tu te dis, tiens, j'ai envie de faire de l'Aerox, et ben l'Aerox, tu vas pas le faire, mettons, à 2 heures du matin au moment où tu as tes règles. C'est très peu probable que ce soit le moment le plus performant. Par contre, si tu fais un Aerox, mettons, je dis n'importe quoi, à 14 heures au moment où tu es en pleine ovulation, ben après, ça c'est là où biologiquement tu seras plus top. Mais on a tellement dit aux entrepreneurs: faut se forcer, la discipline c'est clé, régularité, tu casses pas le rythme, qu'en fait, typiquement, aujourd'hui, on est en mode: ah ouais, ah bah, attends, avoir ses règles, c'est une excuse, être malade, c'est une excuse. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui juste tirent sur la corde en permanence au nom de la discipline et de la C'est ça. Et régularité. puis après, on les récupère en burn-out, en hôpital Ouais. psychiatrique, mais c'est super. Si tu te sens d'y aller, tu y vas. Alors, évidemment, Moi, je ne sens jamais d'aller au sport, peut-être. Tu vois? Il y en a, hein. peut-être, mais après, à ce moment-là, l'idée, c'est de modifier pour que ton envie puisse correspondre à tes besoins. Alors le sport, faut vraiment, manger, bouger, faut faire ça comment? Faut manger, oui, faut bouger, oui, c'est le plus important. La sédentarité, c'est un poison. Oui. On parle parfois de la sédentarité comme un niveau de tabagisme. Le corps n'est pas fait pour rester assis. De toute façon, globalement, euh, aucune espèce animale reste assise très longtemps. Il faut quand même pas oublier qu'on est des primates, hein. Donc,
Alors, je dis pas qu'on est fait pour aller se balader dans les arbres, mais en tout cas, on n'est pas fait pour rester assis. Alors après, effectivement, concrètement, l'idée, c'est d'à peu près toutes les 1 à 2 heures se lever, peut-être marcher un petit peu, ou au moins faire une série de squats. Il a été montré que faire une série de D'accord. squats, c'était, pareil que d'aller marcher. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi d'arriver à faire, entre guillemets, «du sport», mais plutôt de Oui. l'activité physique, d'une manière relativement, spontanée. Tu vois, par exemple, mettons, tu peux mettre une barre de traction au lieu dans la de porte chez toi Ouais. et tout des fois, tu passes en dessous, tu fais 1 ou 2 tractions. Enfin, tu vois, c'est, Et ça, c'est important pour la force de préhension. ah ouais, la force de Ça, j'en manque, par exemple. et bah, Moi, la j'ai force de fait un bilan chez Zoï et ils m'ont mis un warning sur force de préhension, voilà. force de préhension d'une personne de 70 ans. Bravo. Parce que j'attrape pas assez les trucs de façon vigoureuse. Bah non, bah donc, tu vois, bah, achète-toi une barre de traction. L'idée, c'est de comprendre que la force de préhension, c'est, je dirais, une représentation de ton tonus musculaire global. Donc, c'est juste une mesure. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, tu as fait ça en tant que mesure. Et les bilans de santé, Oui, t'en penses quoi? les bilans de santé, c'est hyper important, bien sûr. De toute façon, c'est, Faut tous les faire? Parce que moi, j'ai tendance à tous les faire. À la fin, je mets ça dans Claude et je lui dis: «Fais-moi un skill santé» oh, et je et ben, déjà, note good, les études ont montré que les LM, classiques, sont pas du tout pertinents, que ChatGPT, Claude, c'est absolument pas bon, pour les analyses des bilans. Souvent, Claude, il fait des illusions, en fait. C'est-à-dire qu'il va, créer des choses qui n'existent pas. mais du coup, pour le commun des mortels, c'est un peu le nouveau, Doctissimo. Ouais, mais c'est très triste parce qu'en fait, ça fait que les personnes ont des fausses informations. Donc les bilans, est-ce que j'en fais plusieurs? Quel bilan tu conseillerais? Comment est-ce que toi, tu prends soin de ta propre santé? Ah bah, Au sein c'est de la ça. meilleure. Donc déjà, moi, je fais des bilans sanguins, tous les 6 mois. OK. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me dire tous les mois en mode Non, Brian non, non, Johnson. tous les 6 mois. Non, non, je suis pas Brian Johnson. J'ai malheureusement passé moyen et j'ai surtout pas son grain de folie que Ouais. j'admire énormément. Le bilan complet, 500 biomarqueurs. Alors la question, le problème des biomarqueurs, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le Graal, mais ça se saurait si c'était le Graal. C'est pas le Graal, les biomarqueurs. Tu vois, par exemple, tes biomarqueurs vont jamais, prédire, ta capacité respiratoire, par exemple. Dans un monde idéal, il faut avoir un bon niveau de VO2 max de la classe d'âge précédente. Ça Idéal. prédit ta longévité aussi, c'est ce que disent, Oui les études. et non. Peut-être, oui, chez les jeunes, parce que les jeunes, ils peuvent pousser la machine, mais plus tu avances en âge, moins forcément tu peux pousser la machine, ce sera pas forcément très prédictif. D'accord. Parce que moi, les âges biologiques, honnêtement, j'ai fait vraiment tous les bilans de santé possibles et inimaginables. J'en ai même fait à l'étranger. Ouais, faudrait que tu me dises parce Et que les âges biologiques, ils me prédisent toujours. Là, dans pas longtemps, je vais faire un espèce de scanner. C'est une super balance. Je vous mettrai la ref si ça vous intéresse. Alexa. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. ça c'est vachement pertinent, hein, dès que ça scanne. D'accord. Comme, finalement la médecine de prévention, la médecine de longévité, c'est quelque chose qui prend du temps parce que bon, la médecine française est une vieille dame qu'il ne faut Ouais. pas trop bousculer et pour laquelle j'ai un respect immense. Donc ben, forcément, entre ça et puis le développement des réseaux sociaux, le développement de l'IA et cetera, il y a une quantité de pseudo-coachs, pseudo-gourous, pseudo-experts autoproclamés. Enfin, je vois par exemple le nombre de gens qui étaient coachs sportifs, qui sont devenus coachs en nutrition, Tu les allumes aussi. qui sont devenus après J'adore coachs en cette biohacking, qui maintenant sont Ouais. coachs en longévité. Ça me fait hurler. Et c'est vrai que nous, les médecins, jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans, c'était pas très bien vu d'aller sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, au contraire, de plus en plus de médecins se mettent sur les réseaux sociaux. Comme jusqu'à une date assez récente, c'était pas forcément très très bien vu par la profession. Et donc ça a laissé libre cours à tout un tas de bullshitters qui disent tout et n'importe quoi. J'ai quand même vu un pseudo expert en biohacking qui encourageait les personnes, enfin les entrepreneurs, à se mettre sous modafinil. Je veux dire, faut être un grand malade pour faire ça. C'est quoi le plus gros bullshit que tu vois sur le biohacking? Ça nous intéresse. Oh ben, il y en a plein. Le fait de considérer que les blood tests, c'est l'alpha et l'oméga, les régimes créés, ceci, cela, il y en a qui va dire faut être carnivore, l'autre qui dit faut manger que des fruits. L'huile de ricin dans le nombril pour Ouais, mincir. voilà, tout ce genre de trucs. Mais moi, je veux bien tout à partir du moment où on dit, ou bien c'est vrai, c'est prouvé, c'est ce qu'on appelle evidence-based, Ouais. c'est-à-dire j'ai les publications scientifiques qui disent, ou alors je dis c'est mon expérience, ce qui n'est pas forcément evidence-based, ou alors je dis je pense que, tu vois. Mais en tout cas, l'idée c'est d'apporter ses sources. Un truc qui est très à la mode, c'est le régime cétogène. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est pas forcément adapté à tout le monde. On n'a pas tous la même génétique. Il y en a, on leur fait faire un régime cétogène, ça peut être dangereux. Si on parle du régime dit méditerranéen, globalement, il est à peu près bon pour tout le monde et c'est le seul qui a vraiment montré une efficacité sur la longévité. Donc,
Ah, je le connais pas celui-là. C'est quoi le Bon, le régime méditerranéen, c'est le truc classique que tu 5 manges. fruits et légumes par Voilà, jour. tu manges Un laitage? et tu. Bah, pas trop. Alors, ton avis sur les Ah, laitages les et sur la laitages, viande? la viande, je suis à fond pour. Les laitages, je suis pas spécialement opposé à partir du moment où les gens arrivent à le digérer. Sauf qu'il y a au moins un tiers de la population française qui le digère pas. Ouais. Et que la viande est complètement bourrée de médicaments et de, Bah, en fait, de merde. c'est ça le problème, c'est la qualité de ce qu'on mange. Ouais. À partir du moment où on mange, entre guillemets «bio», je dirais, c'est le moins pire. C'est pas forcément le mieux, mais c'est le moins pire. Voilà, au maximum, il faut faire en sorte de manger de la viande bio, peut-être manger moins, mais de la viande de qualité. Heu, bon, après, c'est pas évident parce que vu qu'on considère qu'il faut arriver à 1,5 g par kilo de poids de protéines, bah, faut y aller, il faut en manger de la viande, hein, ou des œufs. On peut aussi manger des œufs, hein. Les œufs, c'est une excellente source de protéines. Et c'est vrai que ces bilans, en fait, déjà, moi, ça m'a forcé à m'éduquer parce qu'en fait, à partir du moment où tu vois ferritine, tu te dis: «Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça?» Et en fait, nous, on arrive dans un nouveau monde. Le biohacking m'a été recommandé un peu par des fans de développement personnel qui étaient justement des pseudo-gourous, mais qui ont toujours, en fait, comme tous ces outils marketing, l'avantage d'ouvrir le marché. Maintenant, le truc, c'est qu'on a l'impression, parce qu'il y a plein de personnes qui vont utiliser le terme biohacking parce que c'est Ouais. très vendeur, que biohacking, c'est juste bien manger, bien dormir, méditer. Tu vois, comme je dis parfois, on a l'impression que n'importe quel coach sportif qui médite nu sous une cascade et qui mange d'eau, il fait du biohacking. Ouais. Bah, à ce moment-là, non, ça c'est de l'hygiène de vie de base. Faire attention à son sommeil, faire attention à son alimentation, faire attention à son stress. Et du coup, tu vois, moi, j'ai l'impression plutôt le biohacking, ça fait peur aux gens parce que c'est limite vécu comme un extrémisme. En fait, l'idée, c'est de comprendre que à partir du moment où la base, c'est prendre le contrôle de sa biologie, ça peut commencer par des choses aussi simples que je fais attention à mon sommeil, je mets une bagoura, je mange bio, équilibré, etc. Donc des choses extrêmement basiques. Et effectivement, l'extrême, c'est Brian Johnson. Et après, chacun va trouver son Ouais. range. On appelle parfois Brian Johnson le ultimate biohacker. Donc oui, le biohacking à l'extrême, c'est ce que fait Brian Johnson. Mais je veux dire, actuellement, on trouve ça dingue. Mais ça se trouve, dans 20 ans, on fera Ouais. tout ce que fait Brian Johnson et ça sera OK, ça sera normal. Justement, c'est quoi les dernières avancées que tu peux nous partager ici? Pour moi, l'avenir, c'est la personnalisation, à partir du moment où on va pouvoir explorer d'une manière relativement simple la génétique et l'épigénétique et ça va être vraiment incroyable. C'est-à-dire? Par exemple, il y a ce qu'on appelle la pharmacogénétique. La pharmacogénétique, c'est un truc absolument incroyable. Tu vois, quand tu as un enfant, la dose de paracétamol chez l'enfant, c'est 15 milligrammes par kilo. Et alors que chez un adulte, tu vois, que ce soit une femme de 50 kilos, un homme de 90 kilos, on va donner 1 gramme de paracétamol. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte du poids, ce qui déjà est un peu curieux. Deuxième point étrange, il y a des gens qui nous disent: «Mais docteur, vous savez, moi, je suis résistant à l'anesthésie». En général, quand les gens nous disent ça, je dis: «Ouais, ça va, tu te la pètes, quoi». Mais néanmoins, c'est vrai qu'on n'élimine pas tous de la même façon les produits d'anesthésie. Tout comme Résistant à l'anesthésie, ils s'endorment pas? bah, c'est des gens, il y a des gens chez qui on met une ampoule du produit, ils dorment pendant 1 heure et puis il y en a d'autres, il faut mettre 3 ampoules de produit. Ah non, OK. Oui, donc en fait, là encore, c'est-à-dire que cette pharmacogénétique, c'est l'idée de comprendre que, il faudra donner à l'avenir la dose de médicament qui correspond Ouais. à la génétique de la personne. L'idée, c'est de donner vraiment ce qu'il faut à chaque personne en fonction de sa génétique. En allant très loin aussi, on pourrait même aller au niveau de l'alimentation. Il y a énormément de personnes qui sont fatiguées parce qu'ils ont des troubles digestifs qui sont jamais diagnostiqués parce qu'en fait, tant que c'est pas des allergies, c'est pas traité et il y a pas de médecine préventive sur, les intolérances. La meilleure médecine préventive pour les intolérances, c'est l'éviction. C'est-à-dire d'abord savoir à quoi on est. Bah, d'abord en faire un bilan. Il faut faire un bilan d'intolérance alimentaire en sachant que le meilleur bilan, là encore, c'est de savoir comment on est. Je dis n'importe quoi, tu vois, je vais parler de manière un peu grivoise, mais si, mettons, quand tu prends du gluten, 1 heure après, tu es bien, c'est-à-dire qu'après, tu n'es pas intolérant. Tiens, si tu prends du gluten que 1 heure après, tu es sur les chiottes, tu fais caca mou et que le caca reste collé à la cuvette des WC, c'est a priori, tu es intolérant au Oui, gluten. et en même temps, je vais te dire, on mange que des trucs mélangés. C'est-à-dire que les intolérants au gluten, en fait, peut-être qu'ils sont en train de manger un Pokéball, dedans il y a de la mangue, il y a du truc, comment tu sais? En fait, tu as vu? Déjà, À de quel base, dans un Pokéball, il y aura pas de gluten puisque le gluten, c'est seigle, avoine, blé, orge. Ah bah non! il y a pas de gluten dans Non, le non, non, le gluten, c'est seigle, avoine, OK. blé, orge. Donc à partir du moment où tu es, intolérant au gluten, il faut éviter tout ce qui contient c'est ce qu'on appelle le sabot, seigle, avoine, blé, orge. Maintenant, on peut se rendre compte aussi de certains patterns. C'est-à-dire que même si tu manges 15 choses, en même temps, bah, peut-être que les 15, tu vas pas tous les mélanger, le lendemain. Il y en a peut-être un sur lequel tu vas avoir un changement. Après, tu peux faire un bilan d'intolérance alimentaire. Le bilan d'intolérance alimentaire, là encore, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais
ça donne des grandes lignes. Voilà. Moi, je m'étais rendu compte que j'étais intolérant au lactose avant de faire le bilan, parce que quand je parlais du lactose, au niveau digestif, c'était pas top. Ok. Donc, l'idée, c'est de commencer toujours par la simplicité. Et après, éventuellement, faire des bilans, des analyses, en sachant que quand je te parle de la nutri-génémique, c'est peut-être quelque chose qui sera fait dans quelques années d'une manière évidente. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. La logique, je dis bien la logique, voudrait qu'on ait 7 milliards de régimes différents. Donc ça, pour toi, c'est une des plus grosses avancées. Oui, pour moi, les avancées, c'est vraiment c'est la personnalisation. Tu vois, mais c'est comme tout. Je veux dire, toi, tu as un guideline à peu près standard de quand tu veux accompagner un client. Mais par contre, après, tu vas lui poser plein de Oui, bien questions sûr, ça fait sens. sur des choses très, très importantes, très, très précises, et tu vas adapter ton discours. Et c'est exactement le même sujet. À partir du moment où, sur la santé, on a trop l'impression que one size for all, Fit all. fit all, ben, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu recommandes alors comme la stack idéale pour quelqu'un qui veut mieux explorer sa santé? Est-ce que c'est un test de microbiote, un bilan de santé sur tel et tel marqueur? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour... En fait, l'idée, c'est d'abord de prendre conscience de ces KPI santé. Donc, Ok. KPI santé, c'est quelle est la qualité de mon sommeil et quelle est la qualité de mon alimentation et de ma digestion, quelle est la qualité de ma gestion du stress, quelle est la qualité de mon activité physique. Déjà, tu peux prendre le KPI. Après, tu vas faire différents tests. C'est test and learn. Tu testes des choses. Par exemple, tu dis, bah, tiens, en ce moment, j'ai un sommeil qui est pas terrible. J'ai vu sur Internet que quand on prend de la glycine, c'est bien. Tiens, je vais tester la glycine. Je prends de la glycine. Je me rends compte que ça marche. J'implémente. Je me rends compte que ça marche pas. J'implémente pas. Mais ça peut coûter cher de faire du test and learn. Il y a plein de gens, j'ai des copains qui m'ont dit, ils ont un pote qui est arrivé à l'hôpital à cause de compléments alimentaires. D'où l'intérêt d'être accompagné. Ouais. En tout cas, je veux dire, c'est quelque chose qui est possible. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le biohacking, c'est de l'auto-expérimentation. Historiquement, le biohacking, c'est c'est ce qu'on Ouais. appelle le do-it-yourself biology. C'est né dans la Silicon Valley. Voilà, donc historiquement, c'est du test and learn, mais un peu en mode frappadingue. Donc après, bon, c'est devenu un peu plus scientifique, fort heureusement. Donc de toute façon, d'une manière générale, je pense que la première chose à faire, c'est de vérifier, de prendre un KPI, de tester éventuellement différentes choses que l'on peut apprendre, lire, etc. Et je te dis, sans non plus aller voir les compléments alimentaires, tu vois. Par exemple, mettons, tu te sens fatigué en pleine journée, tu prends conscience que dernièrement, par exemple, tu t'es couché toujours à 2h du matin, tu dis, bah tiens, je vais peut-être tester de me coucher 1h30 avant et voir ce que ça C'est donne. du bon sens, finalement. C'est du bon sens. La première chose, c'est du bon sens. À partir du moment où on commence par le bon sens, après, on peut aller dans les choses plus compliquées. Moi, j'ai toujours le biohacking, tu as 3 phases. 1, chercher les déséquilibres. 2, les équilibrer. Et 3, optimiser. Mais chercher à optimiser sans commencer à équilibrer, c'est un non-sens. Tu vois, par exemple, le fait de prendre des compléments alimentaires, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je t'ai cité la glycine avant de dormir. Tout d'abord, favoriser son hygiène de vie et après seulement prendre des compléments alimentaires. Pareil pour le stress, pareil pour l'activité physique. Par exemple, l'activité physique, de croire que parce qu'on va prendre de la créatine ou un pré-workout, on va pouvoir soulever 3 fois le poids qu'on soulève habituellement à la salle, c'est pas pertinent. Ok, merci beaucoup pour tous tes conseils, Denis. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite? Sur LinkedIn, surtout. Sur Insta, un peu moins, mais je compte dire que j'y travaille. Et puis, sinon, à travers les livres, Biohacking chez Erol et Prenez en main votre longévité chez Larousse. On mettra ça dans la description de l'épisode. Et puis, n'oubliez pas de commenter, de nous laisser un petit mot si vous avez aimé l'épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.